Voici le texte révisé, avec l'orthographe corrigée, les coquilles rectifiées et la ponctuation ajustée, tout en conservant le contenu original en anglais ainsi que les pronoms personnels. Certains hommes découvrent que leur femme les trompe, à cause d'un SMS laissé ouvert, sur le comptoir de la cuisine. D'autres trouvent un reçu. D'autres encore reçoivent un message anonyme, envoyé par un ami qui culpabilisait de garder le secret. Moi, je l'ai découvert grâce à un ticket de parking. Je sais ce que cela évoque, un simple ticket de parking. Mais restez avec moi, car, lorsque cette histoire sera terminée, vous comprendrez exactement comment un ticket de validation à $5, provenant du garage d'un hôtel du centre-ville de Fort Worth, au Texas, peut détruire 17 ans de mariage, révéler une conspiration qui m'a volé 3 ans de ma vie professionnelle, et se terminer avec moi, debout, dans une pièce remplie des personnalités les plus influentes des médias sportifs du Texas, en train de lever mon verre, pendant que l'homme qui a tenté de me détruire subissait l'humiliation publique la plus retentissante de sa carrière. Mais nous y viendrons. Commençons par le début. Je m'appelle Mike Baker. J'ai 47 ans, et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à faire la seule chose pour laquelle je suis né, le journalisme sportif. Plus précisément, celui qui compte. Celui qui ne se contente pas de résumer le match de la veille, mais qui cherche l'histoire profonde, dissimulée derrière. Les luttes d'influence dans les vestiaires. Le montage financier du transfert d'une franchise. L'être humain derrière les statistiques. J'ai publié des articles dans des médias qui ont poussé ma mère à m'appeler en pleurant, de joie, bien sûr. Je vis, ou du moins, je vivais, à l'époque où se déroule cette histoire, dans une maison à 2 étages, située sur Briarwood Lane, dans le quartier de Wrigley Hills, dans l'ouest de Fort Worth. C'est une belle rue, avec de grands terrains, le genre de quartier où les gens se saluent de la main, depuis leur allée, avec une réelle sincérité. Nous y étions installés depuis 6 ans. Ma femme, Camille, et moi l'avions acheté l'année où elle avait décroché son premier contrat à l'écran avec KTVT Canal 11, la chaîne affiliée à CBS à Dallas-Fort Worth. Elle était l'étoile montante. Quant à moi, j'étais celui dont on voyait la signature dans le Fort Worth Star Telegram, puis, plus tard, au Lone Star Sport Weekly, le magazine sportif régional où j'ai passé les 8 dernières années de ma carrière. Camille Baker. Elle est toujours, belle, d'une manière qui inspire immédiatement la confiance. Des yeux sombres et chaleureux, une aisance naturelle face à la caméra, et un sourire qui semble dire « Je suis ton ami », avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle avait 42 ans quand cette histoire commence. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur les médias, à Austin, alors que j'avais 30 ans, et elle, 25 ans. Elle y participait en tant que stagiaire pour une chaîne locale affiliée à ABC, et moi, je proposais un grand reportage à la table du Texas Monthly. Par je ne sais quel hasard, nous nous sommes retrouvés dans le même bar, à 23 heures, à discuter pendant 4 heures. Nous nous sommes mariés en 2007, lors d'une petite cérémonie à Fredericksburg, au Texas. La région viticole, les collines du Hill Country, le tableau romantique parfait. Pendant les premières années, tout allait bien. Vraiment bien. Nous n'avions pas d'enfants. C'était le fruit d'une longue et tendre discussion, que nous avions eue, et d'une décision prise ensemble. Je n'en dirai pas plus, car cela relève du domaine privé, et ce n'est pas le sujet de ce récit. Le sujet de cette histoire, c'est ce qui s'est passé à l'hiver 2024. Maintenant, avant d'en venir au ticket de parking, laissez-moi vous parler de Blake Campbell. Blake Campbell était le rédacteur en chef du Lone Star Sport Weekly. Il occupait ce poste depuis 11 ans. Il avait 53 ans, une silhouette svelte, typique de ceux qui ont joué au tennis en compétition toute leur vie, et des cheveux poivre et sel. Il les portait un peu trop longs, ce qui laissait supposer qu'il se croyait encore plus jeune qu'il ne l'était. Il avait un bureau au 14e étage du bâtiment Burnett Plaza, dans le centre-ville de Fort Worth, un bureau d'angle, qu'il mentionnait environ une fois toutes les 4 conversations. Il conduisait une Mercedes GLC 300 grise argentée. Il portait des chemises à poignets mousquetaires le jeudi, sous prétexte que le jeudi lui semblait le jour idéal pour cela. Je sais, un homme tout à fait charmant. Blake Campbell a été mon rédacteur en chef pendant 8 ans. Et, pendant 6 de ces 8 années, j'ai sincèrement cru qu'il était la raison pour laquelle ma carrière s'était stabilisée de cette façon. Non pas qu'elle ait stagné, mais elle s'était stabilisée comme une route traversant une belle région, régulière,
solide, respecté. Il m'avait offert le genre de tribune qui me permettait de faire du vrai travail, et je l'en avais remercié plus de fois que je ne saurais le dire. Je n'en avais aucune idée. Aucune idée que, depuis 3 ans à compter de janvier 2022, Blake Campbell était en train de saboter ma carrière de l'intérieur, tranquillement, méthodiquement, chirurgicalement. Assis dans son bureau d'angle, au 14e étage de la Burnett Plaza, avec ses poignets mousquetaires du jeudi, il enterrait mes meilleurs sujets pour les réattribuer à d'autres rédacteurs. Bloquer mes propositions, et qualifier mon travail de « pas tout à fait adapté à la direction que nous prenons », lors de réunions de rédaction auxquelles je n'avais pas le droit d'assister. Il déplaçait ma signature vers le bas de l'ours du magazine, si progressivement, que je ne l'ai presque pas remarqué. Presque. Voici ce que j'ai remarqué. En janvier 2024, un rédacteur nommé Devon White, âgé de 29 ans, diplômé depuis 2 ans de l'école de journalisme de l'Université du Texas à Austin, un bon gars, talentueux, a publié un article dans le Texas Monthly, sous sa propre signature, intitulé « L'argent derrière les cow-boys, comment la structure de propriété de Dallas remodèle discrètement la NFCA ». J'avais proposé exactement ce sujet à Blake, en mars 2022. Il m'avait répondu que l'angle éditorial était « trop technique » pour notre lectorat. Il m'avait dit de laisser tomber. Ce même mois, l'article de White a remporté un prix régional, décerné par la Texas Press Association. Je suis resté assis dans ma voiture, sur le parking du supermarché H-E-B, sur Camboui Boulevard, pendant environ 2 minutes après avoir lu cela. Simplement assis là. Les sacs de course sur la banquette arrière. Le moteur coupé. Cela s'était déjà produit auparavant. Pas l'article de White en particulier, car c'était la première fois que ce procédé prenait un visage précis. En revanche, la dynamique générale était identique. Des sujets que j'avais proposés finissaient par être enterrés, puis réapparaissaient ailleurs. On constatait une diminution lente, presque invisible, de mes publications en début de magazine. C'était cette sensation que quelque chose pesait sur ma carrière, de l'extérieur, comme une pression exercée sur un tuyau d'arrosage. Sans couper complètement le flux, juste en le limitant. Je suis rentré chez moi. Je n'ai rien dit à Camille ce soir-là. J'ai rangé les courses, j'ai préparé le dîner, puis je me suis assis à table avec elle en parlant très peu. Elle n'a pas eu l'air de le remarquer, ce qui, avec le recul, s'avère très révélateur. Le ticket de parking est apparu 3 semaines plus tard. C'était un samedi matin, à la fin de février 2024. Je faisais la lessive, car, chez nous, c'est moi qui m'en occupais, et ce depuis 15 ans, ce qui constitue d'ailleurs un sujet de plainte totalement différent pour un autre jour. J'inspectais les poches du manteau de Camille, avant de le jeter dans la machine. Je fais cela parce que Camille est constitutionnellement incapable de vérifier ses propres poches, et j'ai envoyé trop de baume à lèvres dans l'essorage pour continuer à commettre cette erreur. Dans la poche intérieure gauche, se trouvait un reçu de chez Starbucks, un chai latte, sa boisson de chaque matin. Rien d'inhabituel. Dans la poche extérieure droite, il y avait un ticket de validation de parking du Worthington Renaissance Fort Worth Hotel, dans le centre-ville. Il était daté du jeudi précédent, un jeudi dont je me souvenais distinctement, car Camille m'avait dit qu'elle allait dîner avec Renée, heure productrice à KTVT. Le ticket portait un horodatage, entrée à 18h14, sortie à 23h47. Or, le Worthington Renaissance n'est pas le genre d'hôtel où l'on se rend pour un dîner d'affaires. C'est le genre d'établissement où l'on va pour d'autres raisons. De plus, stationner dans un hôtel pendant 5h30, tout en affirmant à son mari que l'on dîne au restaurant avec une collègue, est le genre de comportement qui offre très peu d'explications innocentes. Je suis resté là, dans la buanderie à côté de la cuisine, le manteau dans une main, le ticket de parking dans l'autre, et j'ai fait une chose dont je ne suis pas fier. Je l'ai gardé. Je l'ai glissé dans la poche de mon propre jean. J'ai jeté le manteau dans la machine. Je suis retourné dans la cuisine, je me suis versé une tasse de café, puis je me suis assis à table avec mon ordinateur portable, à fixer un document vierge pendant la majeure partie de l'heure qui a suivi. Car voici la réalité, quand on est journaliste depuis 20 ans, on sait ce qu'est une preuve. On sait ce qu'un fait unique signifie, et ce qu'il ne signifie pas. Et on sait, mieux que quiconque, que la pire chose à faire avec une piste, c'est d'agir avant d'avoir une vue d'ensemble. Alors, j'ai attendu.
Je n'avais aucune idée de ce que j'allais découvrir. 2 semaines ont passé. Je ne suis pas resté inactif pendant cette période. J'ai commencé à prêter attention aux détails, d'une manière totalement inédite pour moi. Non pas d'une façon paranoïaque et obsessionnelle, mais comme un reporter. Calmement, méthodiquement. J'ai noté les moments où Camille rentrait à la maison, et ceux où elle ne le faisait pas. J'ai remarqué sa façon d'orienter l'écran de son téléphone pour me le masquer lorsqu'elle recevait un message, ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. J'ai également remarqué qu'elle avait commencé à porter un parfum différent, quelque chose de plus léger, de plus cher, les soirs où elle prétendait travailler tard. Puis, je me suis replongé dans mon historique professionnel. J'ai repris chaque sujet que j'avais proposé à Blake Campbell au cours des 3 dernières années, soit un total de 31 propositions. Je les ai comparés avec les articles parus dans des médias concurrents durant la même période. 11 de mes angles éditoriaux étaient apparus ailleurs, parfois presque mot pour mot dans la formulation, entre 3 et 8 mois après que je les avais soumis. 11 sur 31. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma récurrent. Et qui dit schéma récurrent, dit source d'information. Quelqu'un partageait mes propositions, mes projets non publiés et préalables à la soumission officielle, qui n'existaient que dans des emails envoyés à Blake Campbell, ainsi que dans le Google Drive de la rédaction auquel lui seul et moi avions accès. Je vais vous laisser digérer cela un instant. Lui seul, et moi. Un lundi de la mi-mars 2024, je suis rentré chez moi vers 14 heures. J'avais une réunion de rédaction tardive avec Blake, que j'avais prévu de suivre depuis mon bureau à domicile. Je préparais un sac, non pas parce que je partais sur le champ, mais parce que je devais aller couvrir un sujet à Arlington le lendemain matin, et je voulais que tout soit prêt à l'avance. C'est l'efficacité classique à la Baker. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle n'était pas censée être là. Camille avait un direct prévu à 15 heures, depuis les studios de KTVT à Dallas. Elle m'avait dit le matin même qu'elle serait de retour vers 19 heures. Il était 14h15, un lundi. J'ai entendu sa voix, enjouée, détendue, d'une légèreté que je ne lui avais pas connue en ma compagnie depuis des mois. Puis, j'ai entendu une seconde voix, une voix d'homme. J'ai posé mon sac. Mon instinct a été immédiat et physique, me cacher. Je ne sais pas pourquoi. Une partie de mon cerveau avait compris, avant que je ne réalise pleinement, que je ne voulais pas être vu. Pas encore. Je me suis dirigé vers l'escalier de service. Notre maison possède un escalier dérobé partant de la cuisine, un élément d'origine datant de la construction de la maison en 1962. Je l'ai emprunté pour descendre discrètement au niveau de la cuisine, puis je suis sorti directement par la porte de derrière pour me retrouver dans le jardin. Le jardin était sec et froid. Une fin d'hiver texan classique, un ciel gris, une température d'environ 10 degrés, aucun vent. Notre porche arrière s'étend sur toute la longueur de la maison, et 2 grandes fenêtres donnent sur la cuisine ainsi que sur la salle à manger ouverte située juste derrière. Je me suis plaqué contre le mur extérieur, à 1 mètre de ces fenêtres, et j'ai tout entendu. La voix, j'entendais distinctement cette voix d'homme à travers le vieux verre à simple vitrage. Il m'a fallu moins de 3 secondes pour l'identifier, Blake Campbell. Évidemment, c'était lui. Camille s'activait dans la cuisine. J'entendais les portes des placards, l'ouverture du réfrigérateur. Elle semblait détendue, heureuse, comme elle l'était durant les premières années de notre relation. « Ne pense pas à ça, Mike. Tu vas adorer ce vin, dit-elle. Je l'ai trouvé dans cette boutique sur Magnolia Avenue. Tu sais, j'ai toute confiance en tes goûts, répondit Blake. Il y avait dans sa voix une chaleur que je ne l'avais jamais entendue employer envers moi, en 8 ans de relations professionnelles. Un silence, le bruit du vin que l'on verse, puis Blake ajouta une phrase qui changea tout. « Est-ce qu'il t'a dit quelque chose à propos de l'article de White ?» Camille laissa échapper un rire, pas un rire nerveux, mais un rire méprisant. Il l'a mentionné une fois. Il a ruminé ça toute une soirée. Tu connais Mike, il digère l'information, puis il la classe et passe à autre chose. Il ne va pas insister. Parfait. Parce que l'article sur Dallas provenait directement de son projet de mars 2022. Je veux dire, directement. Devons la retravailler, mais l'angle principal était celui de Baker. Je sais. Un temps. Est-ce que cela a posé un problème?
Ce le serait s'il était du genre à en faire un drame, mais c'est bien là tout l'intérêt, n'est-ce pas? La voix de Blake baissa légèrement, non pas en volume, mais de registre, se faisant plus posée. Il est gérable. J'ai arrêté de respirer. Gérable. Il finira bien par s'en rendre compte, un jour, dit Camille. Pas si les choses continuent à ce rythme. Encore un an, peut-être 18 mois, et il sera trop bas dans l'ours pour que cela ait de l'importance. Ensuite, nous restructurons la section, et le problème se résoudra de lui-même. Debout dans ce jardin, j'ai éprouvé une sensation que je ne peux décrire que comme l'accumulation de tous les sentiments accumulés depuis 3 ans. Chaque frustration sourde, chaque matin où je contemplais ma signature rétrogradée, chaque réunion éditoriale où mes idées s'effondraient pour des raisons qui m'échappaient, tout cela s'est condensé en un point de parfaite clarté. Il ne se contentait pas de coucher avec ma femme. Il m'effaçait. Mon pouls était régulier. Cela m'a surpris. Je pensais ressentir de la rage, une colère blanche et explosive, le genre de fureur qui pousse un homme à commettre un acte détruisant instantanément des carrières et des mariages, dans la mauvaise direction. Pourtant, ce que j'ai senti était plus calme. C'était de la lucidité. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application de dictaphone, puis je l'ai tendu en direction de la fenêtre. 12 minutes et 43 secondes d'enregistrement audio. Voilà ce que j'ai enregistré, debout dans mon jardin, par un froid texan de 10 degrés, en tendant mon téléphone vers la fenêtre de la cuisine, pendant que ma femme et mon rédacteur en chef buvaient du vin chez moi et discutaient tranquillement, mine de rien, comme on parlerait de rénover une salle de bain ou de planifier des vacances, de la destruction systématique de ma carrière. 12 minutes et 43 secondes. Ce furent les 12 minutes les plus productives de ma vie professionnelle. Ils sont repartis ensemble vers 16 heures. J'ai entendu Camille crier qu'elle serait de retour pour 20 heures, prétextant qu'elle se rendait à la station de télévision. Elle n'allait pas à la station. J'ai attendu 15 minutes après avoir entendu la porte d'entrée se refermer. Ensuite, je suis entré. J'ai vidé le reste du vin dans l'évier, ainsi que le contenu des 2 verres. Je les ai rincés, essuyés, puis rangés dans le placard. Je me suis alors assis à la table de la cuisine, notre table, celle que nous avions achetée dans un magasin de meubles près de Hullen Street lors de notre emménagement, et j'ai écouté l'enregistrement, en entier. Puis, je l'ai réécouté. Enfin, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'y ai connecté mon téléphone, et j'ai sauvegardé le fichier audio dans 3 endroits différents. Parce que je suis journaliste, et que les journalistes savent quoi faire d'une preuve. Je n'ai pas affronté Camille ce soir-là. Elle est rentrée à 20h22. Elle m'a dit que le direct avait duré plus longtemps que prévu. J'ai répondu que ce n'était pas grave. Je lui ai préparé une assiette de pâtes que j'avais cuisinée plus tôt, je l'ai posée sur le comptoir, et je lui ai dit que je devais me lever tôt le lendemain. Elle m'a remercié. Nous n'avons pas mangé ensemble. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai repensé à chaque discussion que nous avions eue au cours des 3 dernières années. À chaque fois qu'elle me demandait comment se passait mon travail. À chaque fois qu'elle compatissait à ma frustration face à un sujet rejeté. À chaque fois qu'elle me disait que Blake traversait probablement une phase de réajustement éditorial, et que je devais me montrer patient. Elle savait. Elle était au courant depuis le début. Ne t'effondre pas maintenant, Mike. Tu t'effondreras plus tard. Pour l'instant, tu vas travailler. Bienvenue à nouveau sur Sweet Family Revenge. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement, et n'oubliez pas, les protagonistes de ces histoires avaient toutes les cartes en main pour bien se comporter, mais ils ont simplement fait le mauvais choix. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Vous allez vous plaire ici. Le lendemain matin, j'ai appelé pour notre point éditorial. Au téléphone, la voix de Blake était identique à celle de tous les jours, professionnelle, mesurée. De mon côté, j'étais si calme que cela m'a presque effrayé. J'ai posé des questions sur la ligne éditoriale du trimestre. Il m'a donné la réponse habituelle. J'ai pris des notes. J'ai dit « merci ». Puis, j'ai raccroché. Ensuite, j'ai téléphoné à une femme nommée Sheila Stone. Sheila Stone a 51 ans et dirige le bureau texan de l'American Sport Review, la plateforme de journalisme sportif la plus lue du pays, tous formats confondus, numérique et papier.
J'avais rencontré Sheila à la conférence des directeurs de rédaction de l'Associated Press, à Houston, en 2019. Nous étions restés vaguement en contact depuis. Elle était vive, intègre, et surtout, elle publiait le type de travaux qui ont un réel impact. Sheila, ai-je dit lorsqu'elle a décroché. J'ai un sujet pour toi, mais il faut que l'on se voie en personne. Un silence. Quel genre de sujet? Le genre de sujet qui va faire du bruit. Un autre silence, plus long cette fois. Je suis à Austin jusqu'à mercredi. Tu veux descendre? Moins d'une heure après, j'étais au volant. Austin en mars est l'un des plus beaux endroits d'Amérique, surtout lorsque l'on a des sujets complexes à méditer. La ville vibre d'une énergie particulière. L'argent de la tech, la musique live, et la plus ancienne université de l'État s'y côtoient et se superposent, le long du fleuve Colorado. De plus, elle se situe juste assez loin de Fort Worth, à 3 heures de route vers le sud par l'autoroute I-35, pour donner l'impression de changer de monde, sans pour autant quitter le Texas. J'ai pris la route un mardi matin, en mars 2024. Le ciel était limpide, de cette clarté texane si particulière qui s'installe après le passage d'un front froid. J'ai suivi l'I-35 Sud. Je n'ai pas mis de musique, je n'ai appelé personne. Je répétais ce que j'allais dire à Sheila Stone, mais, la plupart du temps, je pensais simplement à Camille, à Blake, à ce terme de « gérable » et à ces 17 années de mariage que je réalisais avoir traversées, en ne possédant que la moitié des cartes. J'aimerais vous dire que j'ai géré ce trajet avec grâce et dignité. En vérité, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute près de Hillsborough, je me suis assis à une table de pique-nique en béton, en plein vent, et j'ai appelé mon jeune frère, Danny, qui vit à San Antonio. Danny Baker a 44 ans, il travaille dans l'immobilier commercial, et c'est le genre d'homme qui écoute attentivement avant de prendre la parole. Quand je lui ai raconté ce que j'avais surpris dans le jardin, l'enregistrement, le ticket de parking, tout le reste, il a gardé le silence un long moment. « Est-ce que tu vas bien ?» a-t-il fini par demander. « Ça va aller. »« Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. »« Je sais, ai-je dit. »« Mais ça ira quand même. » Il m'a conseillé d'être prudent. Non pas prudent avec ma vengeance, il n'aurait jamais formulé les choses ainsi, mais prudent avec moi-même. Il a ajouté, ce que les gens oublient de te dire sur la trahison, c'est que la colère est la partie la plus facile à gérer. C'est le chagrin dissimulé sous cette colère qui te frappe par surprise, dès que tu relâches ton attention. Il avait raison. Il a raison sur la plupart des sujets. Je suis remonté en voiture, et j'ai roulé jusqu'à Austin. Sheila Stone m'a donné rendez-vous au bar de l'hôtel Van Zandt, sur la Vaca Street, dans le quartier de Rainey Street. C'était sa suggestion, soit parce que cet endroit représentait pour elle un terrain neutre, soit parce qu'elle appréciait simplement leur carte de cocktail, et je n'avais pas l'intention de lui demander laquelle de ces raisons était la bonne. Elle était déjà installée à mon arrivée. C'est une petite femme, au regard perçant derrière des lunettes à monture métallique, habitée par ce calme caractéristique des personnes ayant passé des décennies à interroger des gens qui s'efforcent d'esquiver les questions. Elle avait un verre d'eau gazeuse devant elle et un bloc-notes qu'elle a retourné face contre table en m'apercevant, un réflexe de journaliste que j'ai immédiatement reconnu et respecté. « Mike Baker », dit-elle, de ce ton que les gens emploient lorsqu'ils vous saluent tout en vous jaugeant. « Sheila. » Je me suis assis et j'ai commandé un soda. « Merci de me recevoir. Tu m'as dit que cela allait faire du bruit. » Elle a croisé les mains sur la table. « Je t'écoute. » Alors, j'ai tout raconté, l'article de White, les 11 propositions similaires, le ticket de parking, le jardin, l'enregistrement. Je lui ai montré le fichier dans mes mémos vocaux sur mon téléphone, puis je lui ai fait écouter les 3 premières minutes avec ses écouteurs. J'observais son visage. Sheila Stone avait un visage habitué à ne rien laisser paraître, et pourtant, elle a réagi, très discrètement. Lorsqu'elle a retiré ses écouteurs, elle les a posés sur la table avec d'infinies précautions. Il s'agit de ton rédacteur en chef. Oui. Et cette femme est ton épouse. Oui. Et il affirme explicitement qu'il redirigeait tes propositions vers d'autres rédacteurs. Il déclare que l'article sur Dallas, qui a remporté un prix de la Texas Press Association sous la signature de Devon White, provenait directement de mon projet soumis en mars 2022. Elle m'a fixé un long moment. Combien de tes propositions penses-tu qu'il a ainsi partagées?
J'ai réuni les preuves pour 11 cas avérés de similarité flagrante sur 3 ans. Il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas encore découverts. Elle a pris son verre d'eau gazeuse, le tenant sans y boire, absorbé dans ses pensées. Tu sais, c'est bien plus qu'une affaire personnelle, dit-elle. C'est une faute professionnelle grave de la part d'un rédacteur en chef. Si un responsable dans un média régional de taille moyenne agit ainsi, il faut se demander s'il ne s'agit pas d'une pratique plus répandue. Je sais, ai-je répondu, et je crains que ce ne soit effectivement le cas. Je lui ai alors parlé des 2 autres journalistes. Et c'est à ce moment précis que cette histoire a pris une dimension bien plus large que mon simple cas personnel. Durant les semaines qui ont séparé l'épisode du jardin de notre rencontre à Austin, j'avais passé 2 coups de téléphone. Le premier était destiné à une femme prénommée Priya, 36 ans, ancienne rédactrice permanente au Lone Star Sport Weekly de 2019 à 2022. Elle avait quitté le magazine de manière très soudaine. Blake avait fait courir le bruit qu'elle était partie saisir une meilleure opportunité à Houston. C'était techniquement vrai, mais très incomplet, à la manière dont le sont généralement les vérités partielles. Priya travaillait désormais en indépendante depuis Houston. Elle faisait du bon travail, très respectée, mais elle n'avait jamais vraiment retrouvé la visibilité dont elle disposait avant son départ. J'avais toujours apprécié Priya, d'autant que nous avions couvert certains sujets en commun. Quand je l'ai appelée, il y a eu un blanc lorsque j'ai décliné mon identité. Puis elle a demandé, « Comment as-tu su que tu devais m'appeler ?» Cette simple question m'en a dit plus long que n'importe quel discours. Mon second appel était destiné à Gary Witt, 42 ans, ancien secrétaire de rédaction principal au Lone Star Sport Weekly, qui avait été discrètement poussé vers la sortie en 2021. Blake avait qualifié cela de « restructuration ». Gary travaillait maintenant dans les relations publiques sportives à Dallas. Il a décroché dès la première sonnerie. Lorsque je lui ai expliqué que je voulais parler de ses années passées au magazine, il m'a répondu « Cela fait 2 ans que j'attends que quelqu'un m'appelle à ce sujet. » 3 rédacteurs, 3 carrières ralenties, détournées, ou brisées. Un seul rédacteur en chef. Quand j'ai exposé la situation complète à Sheila, en lui montrant les similitudes entre nos propositions de sujets à tous les 3, le schéma bien documenté, et l'enregistrement, elle a posé son verre d'eau gazeuse et m'a dit « Je vais avoir besoin des coordonnées de ton avocat. » Sur le chemin du retour vers Fort Worth, ce soir-là, je me sentais différent. Pas forcément bien, pas encore, mais différent, de la manière dont on se sent quand on a transformé un poids écrasant en une force qui a du poids, une direction, et un élan. J'étais arrivé à ce rendez-vous avec un simple ticket de parking, un enregistrement, et une théorie. Je rentrais chez moi avec un article. 3 semaines. C'est le délai demandé par Sheila. 3 semaines pour solliciter le service juridique de sa publication, vérifier de manière indépendante le détournement systématique des sujets proposés par les 3 journalistes, et s'assurer que l'enregistrement était juridiquement exploitable dans le cadre de l'article. Le Texas est un État où l'enregistrement ne requiert le consentement que d'une seule des parties. Cela signifie qu'un enregistrement réalisé par un participant à une conversation est tout à fait légal, même à l'insu de l'autre personne. Je tiens à clarifier ce point, car cela a son importance. Ce que j'ai enregistré dans mon jardin était parfaitement légal. Je me l'étais fait confirmer par un avocat texan spécialisé dans le droit des médias, un certain Carson Campbell, sans aucun lien de parenté avec l'autre Campbell, une coïncidence qu'il avait trouvée très amusante, contrairement à moi, avant mon départ pour Austin. 3 semaines. Je pouvais tenir 3 semaines. Il y a une chose que personne ne vous dit sur le fait de jouer la comédie d'un mariage sans nuages, tout en préparant discrètement la chute de ceux qui l'ont détruit, c'est épuisant. Non pas sur le plan émotionnel, car j'avais compartimenté mes sentiments avec la froideur caractéristique de ceux qui ont grandi dans une maison où l'on apprend à garder ses émotions bien enfouies pour éviter qu'on ne les piétine. C'était épuisant physiquement. Le simple fait de se comporter normalement, de soutenir le regard de l'autre, de lui demander comment s'est passée sa journée, ou de lui passer le sel au dîner, exige un effort constant, sourd, qui s'accumule de jour en jour, de semaine en semaine, jusqu'à donner l'impression de porter un fardeau pesant, sur une très longue distance. Camille parlait d'un reportage sur lequel elle travaillait, un portrait de l'équipe féminine de basket-ball de l'Université du Nord du Texas. Ce projet la passionnait. Durant ces semaines, elle débordait d'une belle énergie. Je l'ai perçue alors, avec une lucidité nouvelle,
comme l'énergie typique de quelqu'un dont la vie en dehors du foyer se passe à merveille. Je l'écoutais. Je posais des questions. Je n'ai rien cassé. Je me rendais au bureau. J'assistais aux réunions de rédaction avec Blake Campbell, je le regardais en face, de l'autre côté de la table de conférence, et je disais des choses comme, je me disais qu'on pourrait creuser davantage l'impact sur le plafond salarial. Et lui me répondait, laisse-moi y réfléchir, Mike. Je hochais la tête, j'inscrivais quelques mots dans mon carnet, et je pensais à l'équipe juridique de Sheila Stone qui faisait son travail à Austin. Une fois, dans l'ascenseur qui nous ramenait au 14e étage après le déjeuner, Blake m'a dit, tu as l'air d'être dans de bonnes dispositions d'esprit, ces derniers temps. Les choses sont claires, ai-je répondu. Il a souri. C'est bien. Être au clair, c'est important. Tu n'as pas la moindre idée, ai-je pensé. Être au clair va être la dernière chose dont tu pourras me qualifier. Devon White m'a téléphoné un jeudi matin, à la fin du mois de mars. Je dois préciser que l'équipe de Sheila l'avait contacté pour vérifier l'origine des sources de son article sur les Dallas Cowboys. Sur les instructions de Sheila, et avec mon accord, ils ne lui avaient pas révélé d'où venait la proposition originale. Ils avaient simplement demandé à Devon comment ce sujet lui avait été attribué. Lorsque Devon m'a appelé, sa voix semblait ébranlée. Mike, est-ce que tu as proposé un article sur la structure de propriété des Cowboys en mars 2022? Oui, tout à fait. Un silence s'est installé. Blake m'a confié ce sujet en octobre 2022. Il m'a dit que c'était une idée de concept pour le magazine, qui circulait au sein de la rédaction. Il a précisé, et je m'en souviens mot pour mot, que le sujet était « mûr pour une jeune plume ». Devon m'a assuré que le précédent rédacteur qui s'y était penché avait abandonné la piste. La voix du jeune homme s'est modifiée. C'était toi. C'était toi, ce rédacteur? Oui, ai-je dit, c'était moi. Un nouveau silence, plus long. J'ai remporté un prix de la Texas Press Association pour cet article. Je sais, Mike. Je suis. Je ne sais même pas quoi te dire. Tu ne savais pas, lui ai-je dit. C'est la vérité pure et simple, et je veux que tu l'entendes. Tu ne savais pas. La seule question désormais, c'est de savoir si tu veux m'aider à rétablir la vérité. Il a dit oui avant même que je n'eusse terminé ma phrase. Désormais, nous étions 4 rédacteurs. L'affaire prenait une nouvelle fois de l'ampleur. Puis, Gary 8 m'a envoyé un email. Rien d'autre qu'un lien et 3 mots, regarde un peu. Le lien menait vers une publication LinkedIn parue ce matin-là. Blake Campbell venait d'être nommé finaliste pour le prix de l'éditorialiste sportif texan de l'année, décerné chaque année par la Texas Sport Writer Association pour saluer l'excellence dans le leadership éditorial et le développement des talents. J'ai relu cette phrase à 3 reprises, excellence dans le leadership éditorial et le développement des talents. Je suis resté parfaitement immobile pendant une trentaine de secondes. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai rédigé un email à Sheila Stone avec ce titre en objet, nous avons une date butoir. Le dîner annuel de remise des prix de la Texas Sport Writer Association était programmé un vendredi soir, en avril 2024, à l'hôtel Omni Fort Worth. Le grand établissement situé sur Commerce Street, en plein centre-ville. 15 étages d'hospitalité texane au cœur même de la cité. C'était l'une des soirées les plus courues de l'année pour les professionnels des médias sportifs du Texas. Rédacteur en chef, journaliste de presse écrite, présentateur de radio-télévision, attaché de presse, représentant de franchise, directeurs sportifs universitaires, quiconque travaillait dans le milieu du sport au Texas se devait d'être présent. Sheila Stone et son équipe disposaient d'exactement 3 semaines et 2 jours pour se tenir prête. Est-ce que ce sera prêt à temps, lui ai-je demandé. Nous étions déjà en avance sur notre programme, m'a-t-elle répondu. Ton calendrier nous donne simplement une excellente raison de boucler le dossier. L'article paraîtrait le matin même du dîner de remise des prix, d'abord en version numérique à 7 heures précises. La version papier suivrait la semaine suivante. 4 témoignages de rédacteurs, des cas de similitude de sujets dûment documentés, les passages les plus accablants de l'enregistrement audio examiné puis validé par le service juridique, la carrière de direction éditoriale de Blake Campbell allait être exposée au grand jour, à la vue de tous. « Es-tu prêt pour ce qui va suivre » m'a demandé Sheila. C'était une vraie question. « Je suis prêt » ai-je dit,
depuis que je me tenais dans mon jardin en février. Je n'ai rien dit à Camille. Pas un mot, pas la moindre allusion. Elle a continué d'organiser sa soirée du vendredi. Elle a mentionné qu'elle assisterait peut-être au dîner de gala avec des collègues de KTVT. Elle s'occupait parfois de sujets liés au sport, et elle connaissait du monde dans l'assistance. Je lui ai dit que c'était une excellente idée. Je lui ai précisé que j'avais également l'intention d'y aller. Elle a semblé s'en réjouir, affirmant que ce serait une bonne chose que nous nous montrions ensemble en public. Encore cette expression, se montrer. J'avais passé 17 ans à bâtir quelque chose de réel, tout en restant visible, pendant que quelqu'un d'autre s'efforçait de me réduire au silence. J'avais passé 3 mois à me taire, tandis que ma femme et mon rédacteur en chef déambulaient dans ma maison et s'immisçaient dans ma carrière, avec l'assurance tranquille de ceux qui me croyaient profondément gérable. J'en avais fini d'être géré. L'article de l'American Sport Review est paru à 7h03, le vendredi 12 avril 2024. Je connais l'heure exacte car j'étais assis à la table de la cuisine, devant mon café, lorsque mon téléphone a vibré, m'indiquant un message de Sheila Stone, c'est en ligne. Le titre de l'article était « La coupe du rédacteur en chef, comment le responsable d'une publication texane a détourné le travail original de ses rédacteurs pendant des années, et pourquoi 3 journalistes sortent enfin du silence ». 4 signatures y figuraient, Priya, Gary Witt, Devon White, et la mienne. Mike Baker apparaissait en premier, car c'est moi qui avais contacté Sheila, un choix sur lequel elle avait insisté, estimant que cela avait un sens. Je l'ai lu une dernière fois, du début à la fin, bien que j'eusse relu chaque version et chaque correction au cours des 3 semaines précédentes. C'était net. C'était précis. C'était juste, de cette justice qui caractérise le grand journalisme, ce qui ne signifie pas indulgent, mais d'une rigoureuse exactitude. Puis, j'ai posé mon téléphone face contre table, j'ai fini mon café, j'ai pris ma douche, et j'ai enfilé le costume gris que j'avais fait nettoyer à sec la semaine d'avant. Camille était encore à l'étage, en train de se préparer. Elle ne se doutait de rien. C'était très bien ainsi. Elle n'allait pas tarder à l'apprendre. L'hôtel Omni de Fort Worth est un bâtiment magnifique. Si vous n'avez jamais visité Fort Worth, l'Omni est le genre de construction qui montre que la ville a une identité forte. Sa façade est en pierre chaleureuse, et son hall est empreint de cette grandeur texane discrète, qui ne cherche pas tant à vous impressionner qu'à s'affirmer telle qu'elle est. La salle de réception où la Texas Sport Writers Association organisait son dîner annuel se situait au 3e étage. De grandes baies vitrées offraient une vue dégagée sur le panorama urbain de Fort Worth. Des tables rondes étaient dressées avec des nappes blanches. C'est le genre de réception où la corbeille de pain arrive sur la table avant même le livret du programme. Je suis arrivé à 18h45. Le dîner commençait à 19h. L'apéritif devait déjà battre son plein depuis 45 minutes. Je veux être honnête sur ce que je ressentais en entrant dans cette pièce. Rien de triomphant, ni d'exaltant. Ce que j'éprouvais ressemblait plutôt à la sensation que l'on ressent à l'issue d'un très long projet, une fatigue particulière, doublée d'une profonde satisfaction. Le genre d'état d'esprit qui vous fait dire « c'est fait », et cela en valait la peine. Mon téléphone était glissé dans la poche de ma veste. L'article de Sheila Stone avait été partagé plus de 8000 fois à 16h, et il était en train de devenir viral dans les milieux médiatiques texans. Je n'avais pas vérifié depuis. Je n'en avais pas besoin. J'ai aperçu Blake Campbell au bar avant qu'il ne me vît. Il tenait un verre de vin blanc, discutait avec 2 hommes que je savais appartenir à la rédaction sportive du Dallas Morning News, et riait de bon cœur. Il portait un blazer bleu marine foncé, et ses cheveux venaient d'être coupés. À cet instant précis, il offrait exactement l'image que l'on attendait de lui, celle d'un rédacteur en chef respecté, au sommet d'une belle carrière, s'apprêtant à recevoir une distinction. Il n'avait pas consulté son téléphone depuis au moins de 5 minutes. Je le savais, car lorsque les gens commencent à être mentionnés ou identifiés dans une affaire qui se propage à toute vitesse sur Internet, un comportement caractéristique apparaît. Une légère distraction s'installe, un réflexe qui pousse la main vers la poche. Il n'en était pas encore là. Il évoluait toujours dans la réalité qu'il croyait être la sienne. J'ai pris un verre, un soda au gingembre. Je tenais à garder l'esprit vif. Je me suis mêlé à la foule. J'ai salué des connaissances. J'ai discuté de choses et d'autres, des phases finales de la NBA, de la reconstruction des Spurs,
et de la question récurrente de savoir si les Texas Rangers parviendraient à réitérer leur exploit des World Series de 2023. Des conversations banales. D'agréables échanges. Le genre de discussion que je mène dans ce type d'événement depuis 2 décennies. Camille se tenait à l'autre bout de la salle, entourée de ses collègues de KTVT. Nos regards se sont croisés une fois. Elle m'a souri. Je lui ai rendu son sourire. Elle non plus n'avait pas encore regardé son téléphone. Le dîner a été servi à 19h30. On m'avait placé à une table située vers le milieu de la salle. Ce n'était ni une mauvaise place, ni une excellente table. C'était précisément la position qu'obtient un rédacteur que l'on a doucement écarté de la direction durant 3 ans. C'était convenable. Je n'avais aucun reproche à faire quant à la vue. La soirée s'est déroulée selon le protocole habituel, un mot d'accueil du président de la TSWA, un hommage vidéo rendu à un journaliste sportif retraité du San Antonio Express News, puis la remise des prix par catégorie. J'ai mangé mon saumon, j'ai bu mon soda au gingembre, et j'ai attendu. La catégorie de l'éditorialiste de l'année, celle pour laquelle Blake Campbell était sélectionné, était programmée en 3e position en partant de la fin. À 21h15, mon téléphone s'est mis à vibrer dans la poche de ma veste. Pas une seule fois, mais en continu. Je ne l'ai pas sorti. Je savais déjà ce que c'était. Sheila m'avait envoyé un SMS à 21h08, l'affaire s'emballe. Les médias locaux s'en emparent. La version en ligne de Sport Illustrated vient de publier un résumé. Je suis en ligne avec l'Associated Press. À 21h22, j'ai vu Blake Campbell plonger enfin la main dans sa poche. J'ai observé ses traits. Les journalistes apprennent à lire les visages. C'est l'une des compétences de base de notre métier, cette faculté de décoder les micro-expressions que les gens produisent à leur insu, l'espace d'un instant, avant que le masque de la comédie ne se remette en place. J'avais interrogé des athlètes, des entraîneurs, des propriétaires de clubs, des personnalités politiques. J'avais souvent vu des visages accuser le coup face à des informations qu'ils n'attendaient pas. Ce qui s'est produit sur le visage de Blake Campbell, à 21h22 précise, dans la salle de bal de l'Omni Forward, tandis qu'il lisait ses messages, fut l'effondrement le plus total que j'ai jamais vu se produire de façon aussi silencieuse. Rien de théâtral. Ses traits ne se sont pas tordus. Il n'a pas poussé un soupir de stupeur, il ne s'est pas levé, il n'a pas fait d'esclandre. Son visage est simplement devenu de marbre. Toute expression l'a quitté, aussi sûrement que l'air s'échappe d'une pièce lorsque le joint d'une fenêtre cède. Un instant plus tôt, il jouait la confiance. L'instant d'après, il n'était plus qu'un homme assis à une table, un téléphone à la main, arrivé au bout du chemin. Il a levé les yeux, balayant la salle du regard. Nos yeux se sont rencontrés. J'ai soutenu son regard pendant exactement 3 secondes. Puis, j'ai détourné les yeux. Le président de la TSWA est remonté au pupitre à 21h38, afin de présenter les nommés pour le prix de l'éditorialiste de l'année. Il a cité 4 noms, dont celui de Blake Campbell. Puis, il s'est interrompu. Il s'est légèrement penché vers le micro, comme on le fait pour transmettre une information qui ne figurait pas au programme initial, et a déclaré, avant d'annoncer le lauréat de cette année, « Je tiens à préciser que le conseil d'administration de la TSWA a pris connaissance d'une enquête journalistique d'envergure, publiée ce matin, qui concerne directement le travail de l'un de nos nommés. Par respect pour l'intégrité de cette récompense et pour la communauté des journalistes qu'elle représente, le Conseil a décidé de suspendre l'attribution de ce prix, dans l'attente d'un examen de la situation. » Un grand silence s'est installé dans la salle. C'est le genre de silence qu'une assemblée de journalistes produit lorsqu'ils analysent tous une même information au même instant. Ce n'était pas un silence de stupeur, mais un silence professionnel, le mutisme de personnes qui comprennent parfaitement ce qui vient de se jouer, et qui en rédigent déjà la chronique dans leur esprit. J'ai saisi mon verre de soda au gingembre. Je l'ai légèrement levé en direction de l'estrade. Personne à ma table ne l'a remarqué. Je n'en avais pas besoin. Blake Campbell a quitté la salle à 21h44. Je l'ai regardé s'en aller. Il n'a pas daigné me jeter un dernier regard en sortant. Camille est partie à 21h51. J'ignore s'ils se sont parlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux au cours des semaines et des mois qui ont suivi. Lorsque cette période est arrivée, je ne faisais déjà plus partie de sa vie quotidienne.
Je suis resté jusqu'à la fin de la cérémonie. Voici ce qui s'est produit par la suite. Je vais vous le raconter en toute simplicité, car la situation exige de la sobriété. Blake Campbell a été suspendu de ses fonctions par le groupe de presse Ridgerest Media Group, la maison mère du Lone Star Sport Weekly, dès le lundi suivant le dîner. Il a donné sa démission 14 jours plus tard. Un communiqué publié par Ridgerest a admis des méthodes éditoriales contraires aux critères de rigueur de la publication, et a annoncé une révision complète de ses procédures de soumission de sujets ainsi que de sa politique de propriété intellectuelle. Devon White a publiquement attribué son article sur les Dallas Cowboys à ma proposition d'origine. Il a publié sur son Substack un billet explicatif qui a enregistré 15 000 lectures dès les premières 24 heures. De plus, il a restitué la dotation financière liée au prix de la Texas Press Association, et a demandé officiellement à l'organisation de réexaminer la paternité de l'article. La TPA étudie actuellement sa requête. Devon et moi avons pris un café ensemble à 2 reprises depuis ces événements. C'est un excellent rédacteur, un homme intègre, et rien de tout cela n'était de sa faute. Priya est de retour à Fort Worth. Elle travaille maintenant en tant que journaliste indépendante pour l'American Sport Review. La semaine dernière, elle a signé un article majeur en ouverture de numéro. Je lui ai envoyé un message de félicitations lorsque je l'ai vu. Elle m'a répondu par SMS, il était temps. Gary Witt travaille toujours dans les relations publiques. Il se dit pleinement satisfait. Je le crois. L'enquête de Sheila Stone a été désignée parmi les 10 meilleurs travaux de journalisme sportif de l'année par l'Association des directeurs de rédaction de l'Associated Press pour 2024. Mon nom y est associé. Je ne vais pas prétendre que cela n'a pas d'importance, car ce serait mentir. Camille et moi nous sommes séparés en mai 2024. Le divorce a été prononcé en justice en août. Je n'entrerai pas dans les détails de la procédure, d'une part parce qu'ils sont d'ordre privé et que l'affaire suit son cours, d'autre part parce que ce récit ne porte pas sur notre séparation. Le divorce n'est que l'acte officiel venant clore une union qui n'existait plus, et qui avait sans doute cessé d'exister bien avant que je ne m'autorise à l'admettre. Tout ce que je dirai, c'est ceci, je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant elle. Je n'ai pas fait de scène théâtrale, je n'ai rien jeté au sol. J'ai engagé une excellente avocate, Sandra Reyes, basée à Fort Worth, et je me suis comporté avec la dignité d'un homme qui sait précisément ce qu'il a fait, et ce qu'il n'a pas fait de mal. Ce n'est pas rien. C'est même, à vrai dire, beaucoup. On m'a proposé de reprendre le poste de Blake Campbell. Le directeur de la rédaction par intérim du groupe Ridgerest Media Group m'a appelé un mardi matin, en juin. Il s'est montré prévenant, plein de regrets, et très habile dans ce genre d'entretien qui cherche à transformer la responsabilité d'une entreprise en opportunité pour la victime du préjudice. Il m'a proposé le poste de rédacteur en chef, un salaire supérieur à tout ce que j'avais gagné jusqu'alors, et ce fameux bureau d'angle, au 14e étage de la Burnett Plaza. J'y ai réfléchi pendant près de 24 heures. Non pas que le bureau d'angle m'ait tenté, car je n'ai jamais été sensible à ce genre de symbole. J'y ai pensé parce que je voulais être certain de refuser pour de bonnes raisons, et non pas par simple plaisir d'exercer une revanche facile. Je l'ai rappelé le lendemain matin. Je vous remercie pour cette proposition, lui ai-je dit sincèrement, mais je suis un rédacteur. C'est mon métier. C'est ce que je sais faire, et je vais continuer à l'exercer. Il a affirmé qu'il comprenait ma position. Il a ajouté qu'il espérait que j'envisagerais de continuer à collaborer au magazine. Envoyez-moi un sujet, lui ai-je répondu, et j'y réfléchirai. 6 mois après la fameuse soirée, je me trouvais dans mon nouvel appartement, situé sur West 7th Street, à Fort Worth. C'est un 2 pièces impeccable, très lumineux, avec un bureau installé face à la fenêtre. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Au bout du fil, une jeune femme, étudiante en journalisme à la Texas Christian University. Elle m'a expliqué qu'elle avait lu l'enquête de l'American Sport Review, qu'elle rédigeait un mémoire sur la déontologie des rédactions, et qu'elle souhaitait savoir si j'accepterais de lui raconter comment j'avais réuni mes éléments d'information, et ce qui m'avait poussé à mener cette enquête, alors que j'aurais pu simplement tourner la page. J'ai accepté. Nous avons discuté pendant 1 heure. À la fin de notre entretien, elle m'a demandé, « Est-ce que vous avez eu peur ? » Lorsque vous vous teniez dans le jardin, à écouter leur conversation. J'ai réfléchi un instant.
Non, ai-je fini par répondre. J'avais peur avant, quand je voyais ma carrière s'effondrer sans en comprendre les raisons. Quand je me rejetais la faute pour des choses dont je n'étais pas responsable. C'était cela le plus effrayant, l'ignorance. Qu'est-ce qui a changé? Le doute a pris fin, ai-je dit. Une fois que l'on sait, on redevient un simple journaliste qui tient un bon sujet. Et cela n'a plus rien d'effrayant. C'est notre élément naturel. Ma signature apparaît toujours chaque semaine au bas d'articles importants, de ces enquêtes qui incitent les gens à me téléphoner. De ces papiers où la mention du nom de Mike Baker en tête d'article indique d'emblée au lecteur ce qu'il s'apprête à trouver, un texte vrai, un travail mérité, et un récit que personne n'a tenté de falsifier.